Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est au Conservatoire de Puteaux, près de Paris, et je participe à un événement très important pour le monde du violoncelle, c'est les Journées du violoncelle de l'AFV, donc l'Association française du violoncelle. Tout est centré autour de la pratique du violoncelle avec des concerts, des conférences, des masterclass, avec une situation très particulière cette année, c'est qu'on célèbre les 50 ans de la mort de Pablo Casals. Et on est tous réunis ici pour parler de Casals, pour honorer Casals. Tout d'abord, on va assister à une masterclass de Luis Claret, qui a connu Casals, qui a joué pour Casals, qui a même eu quelques rares conseils de Casals quand il était enfant. Il vient donner une masterclass pour 5 jeunes qui vont jouer en fait des œuvres de Casals pour violoncelle et piano, donc des œuvres qui sont très peu connues du grand public évidemment. On va les écouter, ils vont jouer tous ces pièces, puis après Luis Claret va leur donner ses conseils. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et on va découvrir ensemble cette masterclass. Pas de nuance au début. Mais le morceau commence quand on a le thème. Et avant, c'est quoi cette introduction? L'introduction. Un souvenir. Donc c'est plutôt une pensée qu'un chant. Plus ça. Une sorte de tir. Tu l'as bien joué, un peu comme ça, et un peu trop espagnol, que ça c'était catalan. Hein. Tu as fait un petit ta-ta-ta, ta-ta-ta. Je ne dis pas ça contre les Espagnols, hein. Mais c'est différent. Si tu commences, tu dis pom, 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 pom. La perspective pour pouvoir faire l'arc-en-ciel. Casals parlait le phrasé, c'est comme un arc-en-ciel. Pas seulement le phrasé, mais un morceau. Jusqu'au point culminant, et on descend. Penser à comment partir, tu dois penser à comment construire la première phrase et la deuxième phrase, mais c'est aussi, c'est pas la même phrase, ça commence pareil, mais ça n'évolue pas pareil, non? Oui, voilà, c'est pour ça. Donc c'est déjà différent. Si tu commences et deuxième phrase, c'est déjà différent. Oui. Ça, de nos jours, on voit beaucoup, il faut le contraste. Oh. Il faut jouer beaucoup plus dans les subtilités, je pense. Si tu penses que la phrase évolue, parce que c'est différent. Ça va ailleurs. Donc, déjà, si tu commences avec une perspective différente, c'est sûr que tu vas jouer différent. Ne te fixe pas, je veux commencer la même chose, donc on va commencer différent. Pourquoi? Mais parce que ça évolue différemment, ok? Mais ça va. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est pas comme si tu dis 1. Non. Je dis 1, 2, 3, 4. Tu vois, chaque numéro est différent. Et c'est pas 1, 3. Et ça, c'est un peu à la mode. Hein.
pas ça pour toi en général. Hein. Mm. Les grands contrastes et... Tu vas pas l'avoir, moi. On y va? Ouais. Tu peux essayer de... Tu peux essayer de jouer en disant doucement, comme ça, non. Tu peux essayer de sentir si c'est détendu là derrière, juste comme un exercice. Mais je te conseillerais de travailler un peu. C'est un peu. On a tous vu ça, hein, c'est pas un cas spécial. C'est très courant, c'est très courant. Hein. Parce que quand on a un peu peur ou on veut faire très attention, on fait ça. Mais pour jouer, ça va pas. Il faut que tu te rendes compte quand tu travailles si tu fais aussi. Je pense que oui. Je pense que je pense pas beaucoup à... C'est parce que tu travailles pour éviter les erreurs. On ne travaille pas pour éviter les erreurs. Parce que là, on est aïe, aïe, je vais me tromper. On travaille pour apprendre des erreurs. Si tu ne te trompes pas, tant mieux, tu continues. Mais si tu te trompes, tu apprends l'erreur. Non, quand tu travailles, il n'y a pas de personnes qui font peut-être qu'elles t'écoutent, mais on va être content que tu travailles ce morceau. Il ne faut pas travailler pour éviter les erreurs, il faut travailler pour construire un chemin où on se sent comme ça. Et c'est pas facile, hein, mais déjà, si on travaille des double cordes ou des gammes ou Word, hein, on ne travaille pas pour éviter les erreurs, on travaille pour apprendre des erreurs. Hein. Quand la phrase monte, c'est les parties faibles de la mesure qui sont importantes. Pas c'est pas, ça tombe, non. Tu vois, ça fait avancer. Si tu fais les premières, ça fait. Ça, j'ai appris ça dans la lettre de Tchélébiaké. Tu as joué un Ré dièse après. C'est Rebecca. Ouais, je l'avais écrit en plus. Comment? Je l'avais écrit, c'est pareil. L'écrit, c'est imprimé. Oui, il faut. Ouais. Si tu l'écris, tu mets un feu rouge. Ouais, ouais. Pas de feu rouge. Vous voulez que je reprenne? Toute cette partie, c'est déclamé. Oui, oui. Donc, détend, ça détend, ne descend pas trop. Non, toujours plutôt. Moi, je jouerai un peu plus de talent, tous les déclamés. Hein. Et puis, toute la fin était super. Tu as joué ça, sauf la dernière note, trois couvertures. Donc, Ouais, sinon, c'est ça, je fais. ok,
je ferai si tu fais ça? Une mesure, et après les deux autres en tirant. Et tu détends le vibrato. Mais c'était super parce que c'est un morceau très difficile. Bravo, bravo à toi. Donc là, la masterclass est finie et j'ai réussi à obtenir quelques minutes d'entretien avec Louis Claret. Donc je suis super contente parce que c'était vraiment pas gagné. Avec entre son décalage horaire, il est arrivé ce matin de Boston, il repart demain à Barcelone. Et voilà, il y avait vraiment pas beaucoup de temps, son planning était très minuté. Et là, il m'a accordé 10 minutes. Alors j'espère que ce sera 20. On verra ensemble si c'est possible. Et puis voilà, je vous retrouve tout de suite avec lui. Quand il s'agit toujours de parler de Casals, qui était notre papa, grand-papa, arrière-grand-papa de tous les violoncellistes, c'est toujours avec plaisir, et surtout s'il s'agit de donner à connaître les 5 morceaux qu'il a écrits pour violoncelle et piano. Et j'ai eu déjà le privilège de l'entendre en direct. Une dame qui était ici m'a montré une photo d'une répétition à la maison de Casals à Molich. C'était un trio, Casals, Julius Katchen et David Oistra qui répétaient un trio de Brahms. Il y a une photo. On ne me voit pas sur la photo, mais moi j'étais assis au pied de Casals. Je pouvais toucher la pique avec la main. Et je devais avoir 13-14 ans, j'étais là, tout timide. Mais je me souviens très bien de Casals, là, qui était accompagné de très grands musiciens, mais tous les deux étaient à l'écoute du plus petit besoin de Maestro Casals, qui avait déjà 85 ou 86 ans, hein, mais qui était là encore comme un chêne. C'était pas du violoncelle, c'était une voix qui venait à la fois du plus profond et du plus célestial endroit. C'est super, c'était. Et on pensait pas, enfin en tout cas moi je pensais pas à violoncelle, je pensais une voix. C'est pour ça que j'assiste avec mes élèves, il faut que chacun trouve sa voix. Et dans sa voix, bon, c'est à travers le violoncelle, mais chacun doit avoir sa voix. Le résultat n'est pas urgent quand on travaille. Ce qui est intéressant, c'est la recherche. Le résultat n'est pas urgent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Évidemment qu'il est important, mais le résultat, on n'y arrive jamais, parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Mais c'est cette recherche du résultat qui est importante. C'est pour ça que j'ai dit à un des élèves aujourd'hui, on n'étudie pas pour éviter les erreurs. Parce que alors là, on est à moitié paralysé. Aïe, aïe, je ne peux pas me tromper. Non, si on cherche, on se trompe. Et de là, de cette erreur, bon, on cherche ailleurs ou on corrige par l'erreur. Il y a des fois des élèves qui se trompent et ils enlèvent la main. Non, non, quand on se trompe, hop, c'était pas là, c'est là ou là. Il y a beaucoup d'élèves qui, quelquefois, viennent et tu entends qu'ils ont écouté 30 000 versions sur YouTube ou sur n'importe quel média de la sonate ou du concerto. Non. Avant, il faut essayer de voir ce que la partition te dit. Alors ça y est, la journée est terminée. Donc après mon entretien avec Louis Claret, on a eu une super conférence autour de Pablo Casals, d'un biographe de Pablo Casals. Alors malheureusement, j'ai pas pu prendre d'image parce que on était en retard à cause de l'entretien que j'ai eu avec Louis. Mais bon, c'était quand même super. Et puis là, on s'est tous réunis autour d'un petit pot. Voilà, tout le monde est derrière moi et partage, raconte. C'est rempli de violoncellistes professionnels, amateurs, d'élèves, de mélomanes, et c'est vraiment super sympa. Je suis prof ici, moi, plutôt depuis 10 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le fait de faire venir une journée de violoncelle ici. C'est vrai qu'après, c'est quand même Xavier et puis toute l'équipe de l'association française qui a monté ce week-end. Mais c'est vrai que les locaux sont quand même vraiment propices à faire des belles choses, quoi. Vraiment se faire rencontrer les gens d'une manière agréable, quoi. Oui, c'est le premier week-end qui est organisé depuis le renouveau de l'association, puisque Xavier Gagnepin a accepté de prendre la présidence de l'association en janvier dernier. Je suis très attachée à cette date du 22 octobre 1973 de la disparition de Casals. Je suis allée à Barcelone parce que j'ai vu qu'il y avait au Palais de la musique catalane, qui est cette salle magnifique à Barcelone, son oratorio, El Pessebre, la crèche.
qui était donné donc, le jour anniversaire, le 22 octobre à 17h30. Les jours qui ont suivi, je suis allée aussi à San Salvador, où il avait sa maison, et où il y a maintenant le musée Casals au bord de la mer. Et on peut rester la journée entière, il y a des photos, il y a des programmes, il y a des archives, il y a des films. Donc si vous allez à Barcelone, amis violoncellistes, faites le pèlerinage, c'est à 1 heure de Barcelone. À San Salvador, ça vaut le déplacement. Bonsoir Norbert. Bonsoir Jeanne. Alors tout à l'heure, j'ai pas pu filmer la superbe conférence qu'on a eue par le biographe de Pablo Casals, mais tu nous as raconté une super anecdote qui a fait rire toute la salle, donc je voulais que tu la partages. Oui, il se trouve que donc ce conférencier, cet écrivain, a parlé de sa grand-mère qui était véritablement une folcoche, si j'ai bien compris, ce qui a évoqué de vieux souvenirs chez moi que je vais vous raconter. J'ai commencé le violoncelle très tard, en 73, et au bout de 6 mois de violoncelle, je n'étais pas encore très brillant, mais devant la télévision, le 22 octobre 73, on apprend la mort de Pablo Casals. Et ma mère, qui était farouchement opposée à ce que je fasse du violoncelle, a dit, bah oui, il a appris que tu as fait du violoncelle et il a préféré mourir. Ça aide beaucoup. Et le biographe a répondu que d'ailleurs sa grand-mère était absolument du très bien même modèle, absolument. J'ai d'abord repris le flambeau de quelque chose qui était magnifique et je veux d'abord saluer l'équipe qui m'a précédé. C'est d'ailleurs l'objet du concert de demain qui va faire une espèce de retour sur toutes les actions qui ont été menées depuis l'origine et sur lesquelles j'étais sceptique au tout début puisque je n'ai pas adhéré au début à l'association. Maintenant que j'ai repris la charge de président, je savais, mais je mesure que c'est un investissement considérable en temps. L'évolution de l'association qui était tombée à un peu moins de 100 adhérents, qui maintenant a déjà dépassé les 400, montre qu'il y avait vraiment une attente et une envie. Tout le travail qui a été fait sur la revue, qui s'est, je crois, formidablement enrichi. Tu as vu aussi le travail sur le site internet. Donc aujourd'hui, je le vis comme une récompense parce que tout s'est vraiment bien déroulé. Nous sommes accueillis dans un lieu magnifique. On doit beaucoup à Bertrand Malmasson qui a facilité les échanges. Le but de l'association, c'est de promouvoir le violoncelle sous toutes ses formes, comme tu le fais d'ailleurs beaucoup aussi. Eh bien, mission pour l'instant accomplie.